Bienvenue sur Balti Channel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Elle se passe en Provence, au milieu des Santos. Non, pas celle-là. Non, l'histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment passé chez moi au cours d'une soirée de poker que j'organisais. C'était il y a quelques années de ça maintenant. L'ami d'enfance d'un ami, que j'ai invité donc à ma soirée, est venu avec nous, on a sympathisé. C'était quelqu'un de très souriant, très agréable, qui s'intéressait à toutes les discussions. Il avait des anecdotes intéressantes et il écoutait aussi en retour. Vraiment quelqu'un de très charmant et de très sympathique, qui très vite s'est fait une place dans le groupe. Ce soir-là, j'ai eu une poisse pas possible, mais bon, ça arrive, hein, c'est pas que sur les sites en ligne, hein. En vrai aussi, on voit des coups phénoménaux. Mais j'étais pas le seul, à peu près tout le monde perdait, et effectivement, ce joueur-là, gagnait beaucoup. Mais ça, encore une fois, ça arrive assez régulièrement, la chance du débutant. Donc, j'étais juste dépité, blasé, ça faisait 8 heures qu'on jouait, j'avais perdu plusieurs caves. Et comme souvent, quand on est très fatigué, que c'est 3h, 4h du matin, et qu'on est blasé en plus, mes yeux se fixaient dans le vide, à des endroits, pouvaient être là, là. Et il se trouve qu'au bout de 8 heures de jeu environ, mes yeux se sont posés dans le vague, ont fixé le vide, mais au niveau de ses mains, mais par hasard, hein, pendant qu'il mélangeait. Et tout d'un coup, tout s'est effondré, avec un petit bruit de miroir qui se brise, parce que j'ai vu quelque chose, ou j'ai cru voir quelque chose, comme j'étais pas très lucide, j'étais très fatigué, très blasé. Je regardais pas vraiment, hein, je fixais un point sans y faire vraiment attention. Il m'a semblé voir quelque chose qui m'a stupéfait, mais comme j'étais pas sûr de moi à 100%, même pas à 50%, et que j'en revenais tellement pas, j'ai pas réagi sur le coup, j'ai voulu être sûr, je me dis c'est pas possible, tu as rêvé. Et donc j'ai laissé passer un tour, j'ai attendu qu'il redonne, et à chaque fois je l'ai observé après pendant sa donne. Et à chaque fois au fond de moi, ça bouillonnait, mais plus ça bouillonnait, plus j'avais peur justement d'intervenir, de tout lâcher, parce que je sentais que j'allais pas me maîtriser, je sentais que ça allait très mal se terminer, que dans le meilleur des cas, les voisins alertés par les cris et les bruits appelaient la police. Et en plus, à cette époque, c'était complètement interdit d'organiser chez soi des parties, même pour très peu d'argent, hein, même pour 2 euros la cave, puisque c'était le cas. Autrement dit, on n'est pas loin du minimum, mais même ça, c'était un délit. Hein. Voilà, dans le meilleur des cas, ça aurait été ça. Donc j'ai préféré rien dire. Je l'ai signalé après. Cette personne, évidemment, je ne l'ai plus invitée. Je l'ai signalé à son ami d'enfance. Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut avoir un tricheur chez soi, car c'était bien le cas, c'était un tricheur. Alors, c'est d'autant plus hallucinant que ça faisait 8 heures qu'on jouait. Donc, non seulement il joue contre son ami d'enfance, et contre des gens qui l'accueillent chez eux, et il les entube, il les arnaque. Voilà. C'était que pour 2 euros, donc même pour 2 euros, il nous entube, il nous arnaque. Et en plus, ça faisait 8 heures qu'on jouait, il s'était gavé, il avait l'équivalent de 18 caves devant lui, ce qui est énorme. Il continuait encore. Si on avait joué 20 heures, il aurait triché pendant 20 heures. Donc là, on avait vraiment affaire à quelqu'un, un tricheur compulsif. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il trichait mal. C'était visible. Le problème, c'est que quand on fait confiance à quelqu'un, quand on lui accorde le bénéfice du doute, même sa manière de mélanger est bizarre, ses regards sont bizarres, mais on se dit, c'est normal, il est débutant, il sait pas faire, je vais pas le reprendre à chaque fois sur la manière de mélanger, je vais pas lui dire, non, il faut qu'on fasse comme ça, non, c'est bon, ça a été coupé, ne remélange pas derrière, des choses comme ça. Et pourtant, je vous assure, il faut instaurer des règles qui soient claires, nettes et précises. Dans cette vidéo, au-delà de vous avoir raconté cette anecdote, je vais vous montrer un peu les mouvements qu'il faisait avec les cartes. Vous allez voir, c'est très visible quand on y fait attention. C'est incroyablement visible, mais on sait tous, j'étais pas le seul, on était 6. Et on s'est tous fait berner tellement cette personne était sympathique, toujours en train de lancer des sujets de discussion. Tu m'étonnes, parce que pendant qu'on discutait, on regardait pas ce qu'il faisait avec les cartes. Alors, voilà. Donc déjà, nous, évidemment, quand on mélange comme ça. Et en général, vu que la plupart des autres joueurs ne savaient pas mélanger, ou en tout cas pas à cette vitesse-là, pour aller plus vite, très souvent c'est moi qui mélangeais pour tout le monde, hop là, je donnais le paquet, la personne coupait, et puis c'est bon. Mais lui, il reprenait toujours les cartes derrière moi, et il battait à la française, cette espèce de manière immonde de mélanger, il fait plus penser à la belote qu'au poker, et en tout cas, il reprenait toujours comme ça, et je voyais en plus qu'il regardait, mais j'étais naïf. Moi, je pensais qu'il regardait parce qu'il avait peur de faire tomber les cartes et qu'il ne pouvait pas le faire sans regarder. Qu'il avait besoin de regarder pour comme le font vraiment les débutants. Sauf qu'en fait, il regardait vraiment les cartes. Il regardait ce qu'il y avait, il regardait où étaient placées certaines cartes. Et après, ça l'aidait pour le déroulement de la partie. La première fois où je suis tombé sur un mouvement qu'il a fait, eh bien, si je me rappelle bien, mais je me rappelle bien,
Il avait ses 2 cartes en main, donc il venait de donner, il avait ses 2 cartes en main, il avait donné à tout le monde. Bon, là en l'occurrence, je me suis très bien servi, c'est pas ce qu'il avait. Tout le monde était servi, et moi je fixais le paquet de cartes parce que j'étais blasé, je regardais là. Et là je l'ai vu faire ça. Hop là! Ni vu ni connu. Voilà. Bon, vous imaginez un peu ma stupeur et le fait que j'ai même pas pu croire en seconde que j'avais bien vu. Je me suis dit, c'est pas possible, il avait pris 3 cartes et naïvement il en a reposé une, ou je sais pas ce qu'il a fait, ou il a fait tomber sa carte et il l'a reposée et il l'a reprise. Je pouvais pas imaginer que j'avais bien vu, puisque je ne regardais pas vraiment. Et après, à d'autres moments de la partie, souvent, ben voilà, hein, comme il savait quelle était la dernière carte, ben, il allait souvent la chercher, ou il savait quelle carte allait à peu près sortir au flop, donc lui il se gardait une carte de côté qui aille bien pour faire un brelan, parce que c'est aussi comme ça qu'on me l'avait présenté. Mon pote m'avait dit, tu verras, ce gars-là, on a joué quelques fois avec lui, mais il est chatard, c'est pas possible, il a une chance de cocu, il fait toujours des brelans ou des foules. Oui, oui, effectivement, il en faisait beaucoup, effectivement, il était très chanceux. Mais non, ce n'était pas de la chance, c'était effectivement lui qui les préparait, ces brelans, qui les préparait mal, qui les préparait de manière visible, mais tout le monde lui faisait confiance. Il était si sympathique, personne ne regardait vraiment ce qu'il faisait, et tout le monde lui accordait le bénéfice du doute quand il faisait des erreurs un peu de mélange, ou qu'il était un peu maladroit, choses comme ça. Personne ne voulait vraiment le reprendre, il était tellement sympathique. Même parfois, quand il donnait pas, mais si le paquet était pas loin de lui, quand il avait lancé un sujet de conversation et que nous, on se parlait entre nous, hop, ok, c'est un 3 qui va arriver, donc est-ce que je suis, est-ce que ça m'aide, est-ce que... Vous voyez? Donc évidemment, à partir du moment où on sait les cartes qui vont arriver, où on se met de côté une carte qui fait brelan, où on prépare le flop, où on s'arrête de battre, qu'une fois qu'on est à peu près content des cartes qu'il y a devant, qu'on a réussi à classer, mine de rien, hein. Genre je sais pas distribuer, mais je vous classe les cartes là, mine de rien, et je vais me faire un brelan ou un petit fou là. Voilà. Évidemment, quand on joue comme ça, on peut arriver assez vite fait à multiplier sa cape de départ par 20 ou par 30. Surtout si les autres joueurs vous font vraiment confiance. Alors, autre temps, autre mœurs, on aurait pu sortir les battes de baseball et le passer à tabac, c'est sûr. On aurait pu aussi prendre une corde, partir dans la forêt et faire une pendaison sauvage, c'est sûr. Ça se passait comme ça sûrement au Far West. Mais bon, pour 6 € de perdu, tuer quelqu'un... Quand même, il y avait 2 poids 2 mesures, donc dans ces cas-là, il vaut quand même mieux se maîtriser. C'est sûr, j'aurais préféré être capable de le dire sans m'énerver, qu'on règle ça fermement, lui foutre bien la honte. J'aurais préféré, mais je tremblais et vraiment ça se serait mal passé, tellement j'avais l'adrénaline qui affleurait de partout, j'avais l'adrénaline jusqu'aux yeux, jusqu'aux sourcils. Ça aurait pas pu bien se passer. Quand j'aurais révélé le poteau rose, quand j'ai dit tu triches, il aurait forcément répondu non, c'est pas vrai, et là... Bon, ça aurait été Hiroshima, donc j'ai préféré encore une fois ne rien dire et je ne le regrette pas aujourd'hui. Simplement, voilà, ça m'a servi de leçon, maintenant j'instaure certaines règles, même si je connais les joueurs, même si je travaille avec eux, même si c'est mes amis d'enfance, même si c'est le meilleur ami de mon meilleur ami. Il faut instaurer des règles. Sinon, après, vous n'oserez plus, quand vous ne connaîtrez pas un joueur à la table, vous n'oserez pas faire un traitement de défaveur à ce joueur et lui dire non. Toi, les autres, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais toi, on veut que tu mélanges comme ça. Toi, on veut que tu fasses bien, que tu regardes pas ça. Toi, tu n'as pas le droit d'être maladroit et de faire tomber une carte. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Pour savoir quelles sont les règles nécessaires et suffisantes pour éloigner toute tentative de triche des parties de poker que vous allez organiser chez vous à l'avenir, je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui vont paraître sur Balti Channel. J'y présenterai les techniques de triche usuelles, que ce soit au niveau du mélange, au niveau de la donne, au niveau des cartes marquées, au niveau des jetons, un peu à tous les niveaux, en tout cas tout ce que je connais. Et je vous indiquerai à chaque fois quelles sont les parades, quelles sont les règles à mettre en place pour éviter tout ça. Voilà. Donc, en espérant que vous allez cliquer sur ces vidéos, en espérant vous revoir très vite, je vous dis à plus!